On va très rapidement démarrer. Donc, ce qu'on va faire, on va reprendre où on en était la dernière fois. Donc, tout d'abord, je vais partager mon écran. Bon, j'espère que vous tous, vous voyez mon écran. Donc, alors, si c'est le cas, je pense qu'on va ouvrir notre... Parce que la dernière fois, on en était au programme parallèle du calcul de pi. Et bon... Attendez, j'augmente la taille pour que tout le monde puisse voir. Oui. Oui, oui. Les fichiers Java, il n'y a pas de souci. Après, je vais vous envoyer. Je l'envoie sur le mail de... Je pense la dernière fois, je ne sais plus c'est qui. Hein. Je lui envoie le mail, après vous partagez quoi. Vous voulez le fichier maintenant ou bien après le cours? Ah, vous voulez exécuter en même temps quoi? Oui, le cours est disponible. De toute façon, après, je mets en ligne le cours. Donc, bon, la dernière fois, je vous avais envoyé les liens. Je ne sais pas si tout le monde a reçu. Je l'avais envoyé à, je ne sais pas, c'est Diallo ou... Ben, je ne sais pas, est-ce que... J'espère que tout le monde a reçu peut-être le lien. Hein? Ouais, sur YouTube. En fait, j'ai mis les 2 premiers cours, hein, donc ça y est en ligne. Hein. Bon, sur mon, comment on appelle, j'ai une page en YouTube donc, dans laquelle je mets les cours. Quoi. Donc, vous tapez mon nom, Abdurrahman Sangor, vous avez les 2 liens. Quoi. Les derniers cours. Donc. Maintenant, cela n'empêche après, si vous voulez, je vous envoie les codes sources, il n'y a pas de souci. D'accord? Voilà, mais je pense que vous pouvez suivre, c'est mieux, parce que sinon, comme on n'a pas assez de temps, on ne pourra pas. Voilà. Donc, on suit ensemble. Bon, j'espère que c'est assez lisible. Voilà, la dernière fois, excusez-moi, j'ai beaucoup de programmes qui sont ouverts. Alors, je vais ouvrir le bon, sinon je risque de me tromper. Je pense que c'est bien celui-là. Alors, si vous vous souvenez très bien, la dernière fois, qu'est-ce qu'on avait? Donc, on avait essayé d'exécuter le code parallèle du programme de calcul de pi. Donc, lorsque le choix portait sur 2 threads, donc on n'avait pas eu de souci. Maintenant, quand on a voulu passer à 4 threads, on s'est rendu compte que le programme, en fait, le résultat retourné n'était pas celui escompté. Voilà, donc il va falloir qu'on analyse donc, pour comprendre qu'est-ce qui est à l'origine de ce dysfonctionnement. Alors, ce qu'on va faire, on va exécuter à nouveau.
On avait ça, il y avait le début. On avait ça. Voilà, donc on va exécuter. Donc ensemble, on va essayer de débugger parce que ça fait partie des métiers de la programmation parallèle. Donc on va essayer de débugger le programme. Donc bien que syntaxiquement ça marche, mais sémantiquement ou bien voilà, syntaxiquement le programme marche, mais on n'est pas parvenu à avoir le résultat qui est escompté. Donc en même temps, je vais ouvrir le gestionnaire de tâches, donc ce qui va nous permettre de tracer un peu le comportement des processeurs, des cœurs plutôt. Donc, task manager. Voilà, vous voyez le processus Java. Bon, c'est vrai que c'est un peu petit là. Donc, le processus Java, actuellement, il est à 12%, 12,5. Ça veut dire qu'à cet instant, il y a un processeur sur 8 qui est en train d'être utilisé. Donc, cela veut dire que puisque le choix porte sur 4 threads, ça veut dire que les 3 threads ont terminé. Donc, il reste un thread qui continue d'exécuter, alors que ce thread devrait se terminer depuis longtemps. Donc, on va attendre qu'il nous retourne le résultat final. Après, on va analyser le code pour voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Donc, pour rappel, quand on exécute l'objectif de paralléliser un programme, c'est d'obtenir non seulement le résultat issu du programme séquentiel, mais également obtenir des meilleures performances en termes de temps d'exécution. Donc ça, c'est l'objectif principal et fondamental de la programmation parallèle. Alors ici, on se rend compte que même sans, pour le moment, avoir obtenu les résultats, on se rend compte que le temps d'exécution est beaucoup plus long que le temps d'exécution du programme séquentiel. Donc, certainement, il y a une anomalie dans le code. Voilà, vous voyez, ici le temps d'exécution c'est 133 secondes et le résultat obtenu c'est 9,4. Alors que la valeur de pi devrait être égale à 3,14. Donc selon vous, je vais vous poser la question pour voir votre niveau de compréhension. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, si un thread passe beaucoup plus de temps à s'exécuter plutôt, donc selon vous, quelles sont les hypothèses? Quelles sont les hypothèses qui font qu'un thread est passé plus de temps à s'exécuter alors que les autres ont fini leur exécution? Ce thread, est-ce qu'il a plus de charge de travail? Est-ce que ce thread est bloqué? Voilà, c'est quoi en réalité? Bon, personne n'a la réponse? Alors, ce qu'on va faire, je vais vous donner un indice pour voir. Donc, le problème se situe à ce niveau. Ou bien à ce niveau, entre le thread 3 et le thread 4.
Donc nous, ce qu'on va essayer de voir, puisque un thread est passé beaucoup plus de temps à s'exécuter, on va voir la charge d'itération. Parce que n'oubliez pas que ce qu'on fait, c'est qu'on répartit les itérations. Et les itérations, c'est de 1 à 1 milliard. Donc nous, on a divisé par 4. Donc ça veut dire que chaque thread a une portion de 1 milliard divisé par 4. Donc 1 milliard divisé par 4, c'est 250 millions d'itérations. Donc le premier thread va gérer les itérations de 1 à 250 millions. Le deuxième thread de 250 millions à 500 millions. Le troisième thread de 500 millions à 750 millions. Et le quatrième thread de 750 millions à 1 milliard. Donc forcément, il y a ce thread en question, il a une portion beaucoup plus importante. Ça veut dire que dans la répartition, il y a un souci dans la répartition. D'accord? Alors, si on a dans la répartition pour le thread 3, ici le code c'est de n sur 2 i inférieur à 3n sur 4. 3n sur 4. Vous avez n qui est égal à 1 milliard, alors que n est déclaré comme étant int. Maintenant, je vous pose la question de savoir, pour une variable qui est déclarée int, quelle est la plage de valeur possible? Ça, c'est une question que je vous pose et normalement, vous avez la réponse. Quelqu'un, un volontaire, une variable qui est déclarée de type int, forcément, il y a une plage de valeur dans laquelle cette variable devrait se trouver. Déjà, une variable de type int, elle est codée sur combien de bits? Int est codé sur combien de bits? Sur 32 bits. D'accord. Maintenant, si on veut savoir les valeurs possibles d'une variable int, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les valeurs possibles ou bien les valeurs limites d'une variable int? Étant donné que la variable type int est codée sur 32 bits, ça vous devrez le savoir. Il faut me donner une réponse, hein, sinon je ne poursuis pas. Allez, un volontaire, allez, un volontaire. Quelles sont les valeurs possibles pour une variable de type int? Étant donné que une variable de type int est codée sur 32 bits, quelles sont les plages, les limites? Inférieure, borne supérieure. Il me faut une réponse. Hein. Vous savez pas? Ok, bon. Si tel est le cas, on va essayer de... Alors moi, quand j'ai une variable, je vais le mettre ici. Hein. Donc, excusez-moi. Alors, quand j'ai une variable de... Donc, j'ai deux. Bon, puisqu'on est dans une... c'est une base binaire. Donc, base binaire, je fais 2 puissance combien? Quand j'ai 32 bits. Donc, le premier réflexe, c'est que je dois avoir 2 puissance. 2 puissance combien? Parce que ça, c'est du standard. Donc, c'est 2 puissance, on va dire,
Je fais 2 puissance 32 dans un premier temps. Alors, quand je fais 2 puissance 32, j'ai 4 milliards 294 millions 967 296 possibilités. Ça, c'est le nombre de possibilités avec 2 puissances, le nombre de valeurs que je peux avoir. Étant donné que moi, je vais décompter à partir de 0 dans ce cas-ci. Mais puisque int, c'est une variable signée, ça veut dire qu'il y a soit le signe moins, soit le signe plus. D'accord? Donc, à partir de ce moment, parmi les 32 bits, il y a le premier bit, en fait, le bit qui est le plus à gauche. Donc, ce bit sera réservé pour le signe plus ou pour le signe moins. D'accord? Donc, dans ce cas, pour savoir les valeurs positives, on va prendre 2 puissance 31. Donc, 2 puissance 31. 2 puissance 31. 2. Donc 2 puissance 31 moins 1. 2 puissance 31 moins 1. Alors, pour les valeurs positives varient de 0 à 2 milliards 147 millions 483 647. Donc ça veut dire que quand je déclare une variable int, excusez-moi, donc une variable de type int se trouve entre 0 et pour les valeurs positives. Ça, c'est pour les valeurs positives. On est d'accord? Pour les valeurs négatives, donc pour les valeurs négatives, on peut faire une déduction. Hein. Donc, on va utiliser les 2 puissance 31, mais ici, on va prendre le premier bit, le bit le plus à gauche. Donc, ce sera 1 et ça va représenter le signe moins. Donc, une variable de type int, on peut se trouver quoi entre moins et 1. Alors, je pense que c'est bien ça si je ne me trompe pas. De toute façon, on pourra tout le temps vérifier. Hein. Voilà, donc pour les valeurs positives, c'est de 0 à 2 milliards 147 millions 483 647. D'accord? Et pour les valeurs négatives, excusez-moi, moins 1, de moins 2 milliards 147 millions 483 648 à moins 1. Ça, c'est les intervalles. Donc, ça veut dire qu'une variable, hein, quand elle est déclarée de type int, on se trouve entre moins, donc ça c'est la borne négative, disons la borne inférieure, ok, et la borne supérieure qui est égale à 2 milliards 147 millions, etc. On est d'accord? Voilà, donc cela veut dire que ici, puisque moi, en fait, on avait commis l'erreur de mettre 3 fois n sur 4. Donc quand on fait 3 fois n, 3 fois n, 3 fois n c'est égal à combien? Étant donné que n égale à 1 milliard, donc 3 fois n c'est égal à 3 milliards. Maintenant, est-ce que 3 milliards se trouve dans la plage définie ici? 3 milliards ne se trouve pas dans la plage parce que 3 milliards est supérieur à la borne 2 milliards et quelques. Maintenant, quand vous donnez ça à la machine, ce qu'on va faire, on va afficher pour que vous puissiez voir. Donc, on va afficher ici. Comment on appelle là?
On va afficher les valeurs. Donc, nous, on va afficher 3 fois n divisé par 4. D'accord? On va exécuter. Donc, ça, c'est au niveau du thread 3. Donc, vous allez voir. En principe, 3 fois n divisé par 4, logiquement, devrait nous donner 3 fois n, c'est 3 milliards. 3 milliards divisé par 4. Donc, on devrait avoir quelque chose comme 750 millions, logiquement. Mais nous, on va exécuter pour voir le résultat. Donc, par rapport un peu à... On va exécuter. Bon, ça risque de prendre du temps. Pour gagner un temps, on va... Pour gagner un temps, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais commenter ça. C'est pour que ça soit rapide. Sinon, les autres prennent du temps à s'exécuter. Voilà. Je vais le mettre tout au début. Donc, je l'affiche ici, tout au début. Hein. J'exécute. Désolé. Je vais commenter ça, puisque j'ai commenté ça. Donc, je laisse juste le thread 1. Commande. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc, en fait, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est d'afficher cette valeur. Hein. On va exécuter pour voir. Voilà, est-ce que vous voyez tout le monde? Je vais agrandir pour que vous puissiez voir. Regardez le résultat. On a moins combien? 1, 2, 3. On a moins 323 741 824. Nous, on ne s'attendait pas à ça. Nous, on s'attendait à obtenir 750 millions. Donc, lui, il nous donne 3 fois n. Étant donné que n égale à 1 milliard, donc normalement, ce calcul, vous le donnez à n'importe qui, cela vous renvoie à 750 millions, parce que c'est 3 milliards sur 4. Mais la machine, elle nous renvoie moins 323 741 824. Donc ça veut dire que nous, notre problème se trouvait à ce niveau. Parce que nous, on a cru obtenir 750 millions. Parce qu'en faisant 3 fois n, puisque nous, on a déclaré la variable int i. I, c'est dans une variable de type, comment on appelle, de type int. Donc la machine s'attend à ce que la valeur 3 fois n soit dans la plage définie. Et que là, dans la plage définie, la valeur maximale, c'est 2 milliards et quelques. Donc, du moment qu'il trouve 3n, donc la machine se débrouille pour vous renvoyer une valeur moins 323 millions. Mais le moins 323 millions, quand même, se trouve dans cette plage. Mais ça renvoie une valeur négative. Donc, notre erreur se trouvait à ce niveau. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle, puisque ce thread, le thread 3, on a dit de combien? Le thread qui prend du temps. Bon, puisque ici, c'est de n sur 2 à 3 sur n, lui, il va itérer à partir de 1 milliard, disons, 750 millions, plutôt 500 millions à une valeur qui est négative. Donc ici, il va itérer d'une valeur qui est négative à n. Donc d'une valeur qui est négative à n, ça va prendre énormément d'itérations. Parce que déjà, n, c'est
1 milliard. Donc lui, s'il commence à moins 323 millions jusqu'à 1 milliard, ça veut dire que non seulement à l'intérieur, il y a de 1 à 1 milliard, mais également il y a la partie négative. Donc c'est la raison pour laquelle ce a pris beaucoup de temps à s'exécuter. Donc notre anomalie s'est trouvée à ce niveau. Maintenant, pour remédier à cela, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Mettre le type à longue. OK. Donc ici, à ce niveau, au niveau de, comment on appelle, ici on met en longue. Donc ici, on met en longue alors. Ici, on met en longue. Ici, pareil. Donc, on a mis longue partout. Bon, je vais enlever les, comment on appelle, les commentaires. Donc, j'enlève les commentaires. Oui, oui. Oui. Ah, oui. Oh, oui. Une conversion forcée. 3 sur 4, oui. Mhm. OK. Comment est-ce qu'on va faire la conversion forcée pour 3? Tout en maintenant le int. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, donnez-moi la solution. Qu'est-ce qu'on fait? Oui. Ici, hein? Oui, oui. On déclare longue. Ouais. Bon, parce qu'ici, c'est long, hein? Ah, d'accord. OK, int, oui. OK, ici. OK. Long, OK. Ensuite, je ferme la parenthèse à quel niveau? Ici. Ici, OK. On fait du casting, quoi. OK. Ah, mais il nous dit incompatible type. Possibility loss conversion from long to int. Parce que le casting. Oui, oui, vas-y. Ah, ah, voilà. Parce que c'est l'inverse qui est possible. Hein? Voilà, parce que long, c'est sur 64 bits. Int, c'est sur 32. Oui. OK, tu veux qu'on fasse ça? Je fais ça. Ouais, bien sûr, oui. Je fais ça, même chose, même ça aussi, il y a un problème de incompatibility type, possibility loss conversion. Pourtant, tu avais donné la solution tout au début. Attendez.
Dès le départ, tu as donné la solution. Attendez. Ici, tu as proposé qu'on mette longue. Ici. Hein? Tu as proposé. Ensuite, on est venu ici. Bon, on suit quoi? Parce que pour les itérations, on met en longue. Bon, si on veut, on aurait pu peut-être laisser à int ici, hein, ça ne change pas grand-chose. Mais au niveau des itérations, donc si on laisse int ici, au niveau des itérations, on met longue. D'accord? On peut essayer d'exécuter pour voir ce que ça donne. On est d'accord? On va exécuter pour voir. Alors, donc, on va voir le comportement. Donc, 36. Donc, normalement, comme c'est 4 threads, on devrait avoir une exécution. Bah, apparemment, c'est le problème demeure. Parce qu'ici, il met toujours 3n, disons, égal, moins. Peut-être que vous ne voyez pas beaucoup, mais il donne une valeur qui est négative. D'accord? Ça, c'est pas bon. Ce qu'on va faire, on va remettre à n, on va mettre longue ici. On va mettre longue pour voir. Est-ce que j'ai mis longue partout aussi? Attendez. Ah, si j'ai pas mis longue. Il faut qu'on mette longue partout. Ici, 2, j'ai mis longue. Ouais, ici, pareil. On va exécuter à nouveau pour voir. Alors, vous voyez, déjà, 3n sur 4 donne 750 millions. C'est déjà un bon signe. Alors, je vais voir le comportement du processeur. 24, 25, 18, attendez, 45. Donc là, apparemment, il y a les 4 qui s'exécutent en même temps. Parce que comme c'est 4, donc ça va s'approcher des 4 sur 8, 50%, quoi. Donc vous voyez le processeur, bon, peut-être c'est un peu petit. Donc c'est de l'ordre de 48%, 50%. Donc ça veut dire qu'actuellement, il y a les 4 qui s'exécutent, quoi, parallèlement. Alors vous voyez, je vais vous afficher le résultat en plus grand. Alors, vous voyez, pi égale 3.14. Ça veut dire que ce résultat est bon. Le 3 fois n sur 4 nous renvoie 750 millions. Donc l'exécution s'est faite en 41 secondes. Donc là, on est bon. Ça veut dire que la valeur de pi renvoyée est bonne. Et en même temps, le temps d'exécution a diminué. Parce que la dernière fois, si vous vous souvenez très bien, le temps d'exécution pour le code séquentiel, c'était de l'ordre de 1 minute et quelques. Donc 1 minute et quelques, 180 ou 100. C'était combien? 87 secondes. C'était 87 secondes. Ok, d'accord. Voilà, donc ça veut dire que la valeur renvoyée, ça veut dire que l'exécution s'est faite en 41 secondes au lieu de 100, comment on appelle, 87 secondes, 1 minute 27 secondes. D'accord? Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous, notre souci la dernière fois, c'était au niveau de la répartition des itérations. Et là, ça, c'est une erreur d'inattention parce que nous, on considérait que, puisqu'on a mis 1 milliard, mais on a oublié que 1 milliard, quand tu multiplies par 3, tu sors de la plage
réservé aux variables déclarées comme int. Donc ça, c'est des petites... Bon, ça peut arriver, hein. Ça peut arriver. C'est des petites erreurs donc, pour lesquelles on ne se rend pas compte. Ça peut arriver. Mais l'idée après, derrière, ça va nous apprendre à être beaucoup plus prudent sur ce qu'on fait. Ça, c'est la première solution, le fait de déclarer long. Une deuxième solution, en maintenant int. Il y a une deuxième solution, en maintenant int. La solution, c'est laquelle solution? On va jouer sur, ici, on va mettre d'abord n sur 4, après on multiplie par 3. Parce que quand on met n sur 4, la machine calcule n sur 4 sera égal à 250 millions. Et 250 millions se trouve dans la fourchette. Après, ces 250 millions seront multipliés par 3. D'accord? Parce que logiquement, 3 fois n sur 4, c'est la même chose que n sur 4 fois 3. C'est la même chose que 3 sur 4 fois n. Normalement, théoriquement. Mais dans le cadre d'une machine, voilà, dans le cadre d'une machine, cette loi ne s'applique pas. Parce que quand vous calculez théoriquement, quand vous mettez 3 fois n sur 4, c'est égal à 3 sur 4 fois n. On est d'accord? C'est égal à n sur 4 fois 3. C'est égal à 3 sur 4 fois n. Mais quand cette opération, vous l'exécutez en machine, puisqu'il y a des contraintes au niveau en fait, des bornes maximales et minimales, donc dans ce cas, si ça sort de la borne, cette formule ne s'applique pas. On est d'accord? Maintenant, nous, ce qu'on va faire, on va essayer n sur 4 fois 3 pour voir ce que ça donne. On va commenter cette ligne. D'accord? Donc ici, bon, on va remettre les int. Hein? Bon, je commente. Donc on remet les int. Donc ici, pareil, ici c'est n sur 4 fois 3. On est d'accord? Bon, ici je mets int. Ok? Ici je mets int. Voilà. Donc ici j'ai remis à int. Donc on va exécuter pour voir. Bon, j'aurais pu afficher 3 sur 4. Bon, ici j'ai affiché 3 fois n sur 4, c'est normal. J'aurais dû afficher 3 sur 4. Je vais arrêter. Donc ici, je vais afficher 3 sur 4. 3 sur 4. Non, autant pour moi. N sur 4. N sur 4 fois 3. 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 Voilà. Donc je vais exécuter. Alors, vous voyez, n sur 4 fois 3, c'est 750 millions. Donc, déjà, c'est bon, c'est rassurant. Bon, je vais voir on va voir voilà, vous voyez ici comment on appelle, le processeur, il tourne à peu près à 50%. Donc, 50%, ça veut dire que les 4 threads s'exécutent actuellement, simultanément. Donc, on utilise les 4 cœurs sur les 8 disponibles. Donc, si on vérifie au niveau des performances, donc vous avez le pourcentage moins, quoi. Bon, ça varie parce qu'il y a aussi les autres processeurs. Il n'y a pas que le programme Java qui tourne, il y a d'autres programmes qui tournent. Donc, ça, c'est la moyenne. Voilà, il a fini de s'exécuter. Et vous voyez, on a obtenu 3.14 en 41 secondes. C'est le même temps. D'accord? Donc, je vais l'afficher ici. Donc, vous voyez? Donc, pi égale 3,14, etc. Donc, temps d'exécution, 41 secondes.
Donc là, on est bon. Donc là, on vient de comprendre notre erreur de la dernière fois. Donc nous, la méthode qu'on a utilisée est bonne, mais sauf qu'on s'est trompé un peu sur la répartition d'itération. Bon, on ne s'est pas trompé forcément, mais on n'a pas vraiment tenu compte de l'exigence par rapport au type qui est int. Donc la solution, c'est soit de mettre à longue, ou bien c'est plus prudent de mettre à longue, ou bien si on met int, qu'on fasse vraiment attention, parce qu'on est limite. Parce que si c'était pas 1 milliard, si c'était 100 millions, bon, ce problème ne se poserait pas, parce que quand on met 3 fois 100 millions, on n'allait pas sortir de la plage, quoi. D'accord? Bon, ça, c'est des... C'est bon, hein? Voilà, maintenant, si on veut le faire pour 8 threads, aussi c'est la même chose, hein? Donc, ce qu'on peut faire ici, on va copier. Donc, on va passer, on va utiliser, puisque moi, mon processeur contient 8 cœurs, on va utiliser tous les 8 cœurs. Donc, ce que je fais, moi, je vais copier les 4 premiers, après, je vais renommer. D'accord? Donc, ici, je vais mettre T5. Ici, je vais mettre T6. Ici, on va mettre T7. T8. Maintenant, pour les tasks aussi, on va mettre task 5. Task 6. Task 7. Enfin, task 8. D'accord? Alors, il faut qu'on déclare nos tasks. Donc, nos tasks ici, je les avais déclarés à quel niveau? Bon, ils sont là. Hein. Bon, je vais faire ça, c'est plus simple d'abord. Bon, ici, pour les treats, donc j'ai copié les 4. Donc, je vais en rajouter 4 autres, quoi. D'accord? Ici, ce sera T5. T5. T6. T7. T8. On est d'accord? Maintenant, pour la synchronisation join, il me faut aussi synchroniser les 8 threads. Parce que si on ne le fait pas, on risque d'avoir des surprises. D'accord? Ici, on va mettre T5. Ici, on va mettre T6. Ici, on va mettre T7. Enfin, T8. Pour la synchronisation join. Donc, pour vraiment permettre au thread de s'exécuter avant de laisser le thread principal reprendre la main. Maintenant, pour les tâches, on va copier tout ça. Donc, on va copier les 4 premiers qu'on avait déclarés. Bon, on va coller ici. C'est vrai que c'est de la routine, mais après, on va optimiser. Alors, ici, ça va être Pi1, 5. Parce qu'il faut qu'on déclare une variable Pi1, 5 qui est gérée par le thread ou bien la tâche 5. Ici, c'est task 5. D'accord? Donc, on met à jour 5. Pi1, 5. Ici, pareil, on va mettre Pi6. Task 6. Donc ici, Pi2, au lieu de Pi2, c'est Pi6. Ici, c'est Pi6. Donc ici, on va mettre Pi7. Task 7. On est d'accord? Ici, on va mettre Pi7. Task. Ici, on va mettre Pi7. Donc enfin, on va mettre Pi8. Task 8. Donc on va mettre Pi8. Pi8. D'accord? J'espère qu'on n'a pas commis d'erreur. Alors, il nous faut également ici dans la variable dans le résultat final, parce qu'ici, c'est 8 threads qui renvoient des valeurs. D'accord? Il nous faut ajouter Pi 5 jusqu'à Pi 8. Parce que les threads de 5 à 8 renvoient des valeurs. D'accord? Donc Pi 5, c'est la valeur renvoyée par le thread 5. Pi 6, c'est la valeur renvoyée par le thread 6. Pi 7, pareil. Pi 8. On est d'accord? Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'il reste à faire? Dans la répartition des itérations. Puisque ici, on avait divisé par, comment on appelle, par 4. Puisqu'il y avait 4 threads en question. Ici, c'est 8 threads. D'accord? Ou bien 8 cœurs qui sont concernés. Donc, dans ce cas, au lieu de diviser par 4, on divise par 8. On est d'accord? Donc, pour le premier thread, ça varie de I égale 1 à N sur 8. Pour le deuxième thread, ça varie de N sur... Ça varie de combien? N sur 8 à
À combien? Quelqu'un peut me donner le... Ça varie de n sur 8 à combien? À n sur 4. Parce que n'oubliez pas, regardez. Ici, c'est comme si on avait 1. Parce que, puisqu'on a 8, la règle de base, c'est que on divise par 8. Donc, on a 8 parts. Donc, moi, j'ai 1 milliard d'itérations. Donc, je divise par 8. Donc, après, j'ai des portions de 1 milliard divisé par 8, c'est combien? C'est 250 millions. 125 millions, autant pour moi. C'est 125 millions. Donc, ça veut dire que moi, j'ai des portions de 125 millions. D'accord? Maintenant, pour la première portion, je vais mettre n sur 8. Donc, c'est 1, une fois n sur 8. Donc, ici, on va mettre le suivant, c'est 2 fois n sur 8. Mais la leçon qu'on doit tirer de l'erreur qu'on a eue tout à l'heure, il faut mettre n sur 8 d'abord, parce qu'on ne va pas refaire la même erreur, parce qu'on évite d'abord de multiplier par n. Sinon, on risque un peu de sortir de la limite, quoi. Donc, on va faire n sur 8. Après, on va multiplier. On multiplie par combien? Par 2. Ici, c'est comme si on avait n sur 8 multiplié par 1. Voilà. N sur 8 multiplié par 2. Ici, on va avoir pour le... Attendez. Non, je me suis trompé. C'est ici. N. Ouais, c'est bien ça. Ici, c'est combien? N sur 8. Une fois. Ouais, ici, c'est n sur 8 multiplié par 1. C'est comme si on avait n sur 8 multiplié par 1. Ici, on a n sur 8. On va commencer, puisque la borne limite n sur 8 fois 2, mais exclut quoi. Donc, on va commencer par n sur 8 fois 1. D'accord? Ici, on a n sur 8 fois 2. Donc, n sur 8 fois 1, c'est 125 millions. Donc, ici, on a entre 125 millions et 250 millions. D'accord? Parce qu'on a n sur 8 qui est égal à 125 multiplié par 2, 250. D'accord? Ça veut dire qu'ici, on va commencer par combien? Par n sur 8 multiplié par 2. Ici, on commence par n sur 8 multiplié par 2. D'accord? Borne. La limite, c'est n sur 8 multiplié par 3. On est d'accord? Donc ici, c'est entre n sur 8 fois 2 qui est égal à 250 millions et n sur 8 fois 3 qui est égal à 250 millions plus 125 millions, c'est 375 millions, si je ne me trompe pas. D'accord? Ici, on va commencer par n sur 8 fois 3. N sur 8. N sur 8 fois 3. Jusqu'à n sur 8 fois 4. C'est bien ça. Hein? N sur 8 fois 4. Ici, bon, on va suivre la même logique. Donc, c'est n sur 8 fois 4. On est au niveau du... à n sur 8 fois 5. Donc, pour le cinquième thread. Donc, ça, c'est une logique qu'on suit. Donc, ici, pour le thread 6, on passe de n sur 8. N sur 8 fois 5 jusqu'à n sur 8 fois 6. Alors, pour le septième thread, on passe de n sur 8 fois combien? Fois, ici, la limite, c'était combien? 6. Hein? Donc, on démarre par 6 ici, jusqu'à n sur 8 fois 7. On est d'accord? Et enfin, pour le dernier, on va faire n sur 8 fois 7 fois n sur 8 fois 8. Maintenant, n sur 8 fois 8, c'est égal à n. Est-ce qu'on est d'accord sur la répartition? Est-ce que vous comprenez le procédé? Bon, c'est pas compliqué. Hein? C'est juste que
comme j'ai dit, on a au départ 1 milliard d'itérations au départ. Nous, on va répartir les 1 milliard d'itérations entre 8 threads. Donc la première règle de base, c'est il faut diviser 1 milliard par 8. Si on divise 1 milliard par 8, chacun aura 125 millions. Mais puisqu'ici, il s'agit des index, on passe d'un index à un autre, il faut voir, d'accord, le premier thread commence à partir de quel index jusqu'à quel index. D'accord. Mais on comprend que pour chaque thread aura à exécuter 125 millions d'itérations. Maintenant, il va falloir définir les index. Pour le premier thread, ça commence de l'index 1 à l'index 125 millions. Avec 125 millions exclus, quoi. Maintenant, pour le deuxième, c'est 125 millions jusqu'à 250 millions. Voilà. Donc ça, c'est... Voilà. Si vous avez compris, je pense qu'on va exécuter. Je pense qu'on n'a pas oublié quelque chose parce qu'on a fait des copier-coller. Bon. Ça peut peut-être qu'on peut mettre... Je vais commenter ça. Système... Donc, on va exécuter pour voir. Donc logiquement, puisque tout à l'heure avec 4 threads, l'exécution s'était déroulée à 41 secondes, bon, normalement ici, ça devrait être plus rapide, quoi. Ok, on voit le comportement ici, 69, 70%, 60%, 53%. Normalement, on devait avoir 100%, mais bon, puisque aussi les autres, le processeur ne s'occupe pas que de notre programme Java, donc des fois, il gère aussi les autres programmes, quoi. Voilà, qu'est-ce que vous avez? Vous avez, bon, je vais vous afficher le résultat, pour que ça soit plus lisible. Ici, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que le temps d'exécution est plus petit que... Voilà. Déjà, on a obtenu 3,14, etc. Ça, c'est la valeur de pi, donc c'est bon. Maintenant, le résultat, c'est 28 secondes. 28 secondes. Donc, pour 4 cœurs, on avait 48 secondes. Pour 8 cœurs, on a 28 secondes. D'accord? Ça veut dire que notre 4 codes parallèles fonctionnent. Donc là, cela veut dire que donc plus on sollicite nos corps, plus on a un gain en termes de temps d'exécution. Est-ce que c'est bon? Maintenant, nous, ce qu'on a fait là, je pense que c'est un code répétitif. Donc, ce qu'on a fait, moi, je vais vous donner comme exercice. Voilà, puisqu'on répète TH1, TH2, TH3, TH4, etc. Imaginons qu'on veuille le faire pour 16 threads ou 32 threads. On ne va pas être ici à répéter, à recopier TH1, TH2, TH8, modifier. Ça, on ne va pas le faire. D'accord? Maintenant, ça, je vous donne comme exercice, ce que vous allez faire. Vous allez, ce code-là, vous allez l'optimiser, vous allez le réduire en utilisant peut-être une boucle for, quelque chose comme ça. Une boucle for pour la création des threads. Une boucle for pour démarrer, hein, les threads. Une boucle for aussi pour démarrer les synchronisations join. Une boucle for pour un peu additionner les résultats renvoyés par les différents threads. D'accord? Et une boucle for pour la création de tasks, des tasks et la répartition des itérations. Maintenant, après, vous allez prendre comme variable, ici on a dit, vous allez définir une variable que vous allez appeler P, si vous voulez P, d'accord, P étant égal au nombre de cœurs, d'accord, ou bien au nombre de threads, d'accord, voilà. Donc vous allez reprendre tout ce code-là, et vous allez l'optimiser, parce que ce code est long. Vous allez l'optimiser et réduire le code. Donc, réduire le code en utilisant des bouts d'itération, puisque ici, c'est répétitif. Donc, comme c'est répétitif, on peut itérer. Donc, ça, vous l'avez comme exercice. Donc, j'espère que vous avez bien pris note. Vous avez compris le principe.
Si vous n'avez pas compris, vous me dites-le moi. Hein. C'est bon. Donc, je répète. À la fin du cours, je vais vous envoyer le code, ce code-là, ce code parallèle. Donc, puisque ce code parallèle, on l'a testé sur 2 processeurs. Ça marche parce qu'on a la bonne valeur de pi. On a un temps d'exécution qui est moindre comparé au code séquentiel. Donc, sur 4 cœurs, on a vu que le temps d'exécution, c'était 48 secondes. Donc, le temps est plus petit que le temps d'exécution pour le code séquentiel. Pour 8 cœurs, c'est pareil. Mais on était obligé de faire des copier-coller, voilà. Des tâches vraiment répétitives, quoi. Maintenant, comme exercice, vous allez réduire ce code-là, l'optimiser en utilisant des boucles for. Après, derrière, vous allez introduire un autre paramètre P. D'accord? P sera égal au nombre de threads qu'on va définir. Donc, après, il vous appartiendra de dire que P égale 2, P égale 4, P égale 8, etc. D'accord? Et ça va impacter ici, ça va impacter ici, ça va impacter ici. D'accord? Ça va impacter ici. Ça va impacter aussi les tasks. Parce que vous voyez l'énumération, task 1, task 2. Et ça va impacter ici la répartition, puisqu'on a mis N sur 8. Donc là, il faut mettre N sur P. C'est vous qui allez voir. Hein. Après ici, la variable P va intervenir ici. Quoi. Donc ça, vous l'avez comme exercice. Hein. Donc si c'est bon, je pense qu'on a passé assez de temps sur l'exemple de la parallélisation du programme de pi, de calcul de pi. Donc, je pense que c'était bien de le faire pour vous permettre, dans un premier temps, en fait, de vous fixer les idées un peu sur ce qu'est un code parallèle. Bon, étant donné que voilà, les autres cas peut-être vont différer, hein, mais bon, là, on a à peu près, vous avez une idée de comment ça peut fonctionner, quoi. Et là, c'est peut-être juste les codes qui sont simples. Donc, on commence par les codes qui sont simples, quoi. On est d'accord? Donc, si c'est le cas, on va poursuivre. Parce qu'on est toujours dans le chapitre introduction. Bon, on va essayer de tout faire pour boucler ce chapitre introduction et embrayer sur le prochain chapitre, quoi. Bon, j'ai tenu à ce que ce chapitre soit un peu long parce qu'il fallait mettre tous les, en fait, pratiquement, pas toutes les notions, mais vraiment un ensemble de notions, même si on n'entre pas trop dans les détails, pour que vous ayez, voilà, vous confrontez un peu au jargon. Après, derrière, pour chaque notion, ça dépend. Si on l'utilise dans les médias, je vais l'expliquer de bout en bout ou bien de manière beaucoup plus précise, quoi. D'accord? Voilà. Donc, sur ce, on va poursuivre. Hein. S'il n'y a pas de questions, on va poursuivre. Je pense qu'on avait vu la dernière fois comment on appelle, les parallélismes. On s'en était arrêté au parallélisme implicite, explicite. Donc, j'expliquais le parallélisme implicite. Que ici, le programmeur, en fait, le parallélisme implicite est un peu géré par soit compilateur sous-jacent. Donc, ou bien c'est exploité au niveau du système d'exploitation, ou bien exploité au niveau comment on appelle, soit au niveau du processeur, ou bien voilà, avec le pipelining, etc., au niveau du matériel. Donc, le parallélisme explicite. Donc, ce parallélisme-là, c'est nous qui modifions le code. Soit on fait ce qu'on appelle la programmation parallèle manuelle, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, nous prenons le code séquentiel, nous le restructurons en introduisant certains concepts comme le threading, la création des tâches, la répartition des itérations, etc., pour parvenir à un code parallèle. Maintenant, comprendre qu'aussi il y a des directives hein, comme OpenMP, qui sont des outils de haut niveau, donc, et qui sont plus simples hein, à utiliser, parce que c'est juste des commentaires qu'on insère. Mais il va falloir d'abord comprendre un peu le fonctionnement du programme parallèle, quoi. Donc, vous avez des API comme MPI, MPI, P-Tree, des task librairies. Bon, il y a des API dans Java aussi, quoi. Donc, pour traiter, voilà, des listes parallèles, etc., quoi. Ces API existent. Mais bon, ça, on le verra après, quoi. D'accord? Alors, dans les paradigmes, il y a ce qu'on appelle aussi le parallélisme à mémoire partagée. Shared Memory Processing. Donc, lorsque les fils d'exécution communiquent via une mémoire partagée, donc on parle de parallélisme à mémoire partagée. Lorsque ces threads se partagent une variable, l'accès à cette variable
est protégé par une synchronisation. Donc, on parle de ce qu'on appelle l'exclusion mutuelle. Donc, l'exclusion mutuelle, c'est un type de synchronisation parmi tant d'autres. Voilà. Et si, quand on parle de parallélisme à mémoire partagée, quand vous avez, par exemple, si vous lancez un programme dans votre machine, donc, la dernière fois, je vous avais un peu montré l'architecture d'une machine multicœur. Donc là, vous verrez que la hiérarchisation de la mémoire, on part de la RAM tout en haut. Bon, je vais vous montrer le schéma pour être plus factuel. Donc vous avez la RAM, d'accord? Et je vous avais dit la dernière fois, disons, là, un programme, quand on le charge au niveau de la RAM. Maintenant, après, en fonction des besoins, d'accord, les premières instructions sont chargées au niveau des caches pour que les données soient beaucoup plus proches des processeurs. Donc, pour accélérer un peu l'exécution. D'accord? Maintenant, quand une variable est à ce niveau, est déclarée, disons, comment on appelle, quand une variable est visible à ce niveau, ça veut dire que cette variable est une variable partagée, parce que se trouvant dans une mémoire partagée. Donc, cette mémoire partagée est vue par tous les cœurs. D'accord? Maintenant, quand tu parallélisme à mémoire partagée, ça veut dire qu'ici, les threads communiquent à travers la mémoire partagée. Donc, c'est différent de ce qu'on appelle le parallélisme à mémoire distribuée. Quand c'est à mémoire distribuée, vous avez des machines qui sont interconnectées. Et chaque machine a ce qu'on appelle son système d'adressage. Ici, on a un système d'adressage unique. Parce qu'il y a une seule RAM qui est là. Donc, cette RAM, cette mémoire-là, impose son adressage. Donc, c'est un adressage qui est unique et qui est partagé par les différents threads, ou bien, voilà, vu par les différents threads, ou bien les différents cœurs. Donc, c'est la raison pour laquelle, donc ici, on définit le parallélisme à mémoire. Le parallélisme à mémoire, j'y arrive. Voilà. Le parallélisme à mémoire partagée. Donc, les threads communiquent via une mémoire partagée. D'accord? Ici. Donc, ce qu'on fait, le code parallèle, nous, qu'on écrit et qu'on exécute dans notre machine, donc on est dans une configuration de parallèle à mémoire partagée. Parce que c'est une seule mémoire qui est là, dans laquelle est chargé notre programme, et dans laquelle aussi se trouvent les différentes variables. D'accord? Ces variables sont partagées et vues par les différents threads. Donc on parle ici de parallélisme à mémoire partagée. D'accord? Le parallélisme à mémoire distribuée, c'est un peu, bon, c'est un peu, pas le contraire, mais je veux dire que c'est l'autre. C'est ce que j'ai expliqué tantôt. Quand vous avez plusieurs machines qui sont distribuées, chaque machine a sa propre mémoire. Donc ici, les mémoires sont distribuées. C'est-à-dire un thread qui se trouve dans une machine, dans la machine 1, et un autre thread qui se trouve dans la machine 2, ces deux threads ne vont pas communiquer à travers une mémoire partagée. Parce que déjà ils n'ont pas de mémoire partagée. Chacun se trouve à sa propre zone de mémoire. D'accord? Donc ces threads vont communiquer par échange de messages ou bien par des signaux. Donc ici, comprendre que pour le parallélisme à mémoire distribuée, la communication se fait souvent ce qu'on appelle un échange de messages ou bien à travers des signaux. Donc c'est le cas des sockets. Quand vous avez les sockets nous permettent de communiquer entre plusieurs machines. D'accord? Mais d'une machine à l'autre, pour chaque machine, vous définissez un ensemble de threads. Maintenant, ces threads, les threads d'une machine peuvent communiquer avec les threads d'une autre machine via les sockets, dans le cas de Java, les sockets Java ou bien RMI. Maintenant, il y a un outil de haut niveau qui s'appelle MPI. C'est un outil de haut niveau, quand même, qui est très performant pour C, je pense, pour le langage C++. Et qui permettent quand même, si vous avez un environnement distribué et vous voulez paralléliser votre code et faire une exécution parallèle dans un environnement distribué, vous pouvez utiliser MPI. Donc après, si vous voulez, vous pouvez creuser un MPI. Voilà. Donc les fils d'exécution s'exécutent simultanément et si besoin est communiquent par échange de messages. Donc c'est ce qu'on appelle le parallélisme à mémoire distribuée. Maintenant, le parallélisme hybride, c'est la combinaison des deux. Par exemple, vous pouvez interconnecter vos machines. Maintenant, dans la machine X,
dans la machine X, on a une mémoire partagée. Parce que dans cette machine X, moi, je peux exécuter du code parallèle. Maintenant, ce code parallèle, les threads qui s'y trouvent communiquent via la mémoire qui est partagée. D'accord? Maintenant, les threads qui se trouvent dans ma machine communiquent avec les threads qui se trouvent dans une autre machine par échange de messages. Donc, c'est ce qu'on appelle, le parallélisme hybride. Parce qu'on combine un environnement en mémoire partagée et un environnement distribué, en mémoire distribuée. Donc, ce qu'on appelle le parallélisme hybride. Donc, comme exemple, on peut utiliser le MPI et du OpenMP. Le MPI, pour explorer un peu, comment on appelle, l'aspect distribué, la communication entre les threads, d'accord, de différentes machines. Le OpenMP permet d'exploiter la mémoire partagée, c'est-à-dire les threads qui se trouvent dans la même machine. Voilà, donc on parle ici de parallélisme hybride. D'accord? Donc parallélisme en mémoire partagée, parallélisme en mémoire distribuée, parallélisme hybride. Très bien. Alors, le parallélisme de données versus parallélisme de tâches. C'est quoi un parallélisme de données? C'est lorsqu'une même action est répétée sur un ensemble de données, généralement de même type, réparties sur plusieurs nœuds de l'environnement parallèle. Parallélisme des boucles forts. Donc, je vous avais dit tout au début, disons, que nous, dans l'analyse, quand on a un code séquentiel et qu'on veut paralléliser le code séquentiel, qu'est-ce qu'on fait? Le premier réflexe, c'est de voir est-ce qu'il y a une région qui est potentiellement parallélisable. Et je vous avais dit qu'entre autres régions parallélisables, nous avons les boucles fortes qui sont potentiellement parallélisables. Nous avons aussi ce qu'on appelle les applications récursives qui sont potentiellement parallélisables. D'accord? Maintenant, quand on paralyse, disons, quand on identifie une région où il y a une boucle forte, une région parallèle, on parle de parallélisme de données. D'accord? Généralement, le parallélisme de données, c'est le parallélisme qui gère les boucles fortes. Parce qu'une même action est répétée sur un ensemble de données. Quand je fais for int i égale, je mets l'opération, donc je répète la même action sur un ensemble de données. Un ensemble de données, c'est en fonction des itérations. Donc chaque itération va correspondre à une donnée. D'accord? Maintenant, la même action, je le répète. Parce que je vais faire, par exemple, for int i égale à 0, ok, i inférieur à 1 milliard, i plus plus, x égale x plus i. Donc ça, c'est une même action. Je fais x égale x plus 1, x plus i. Donc ça, c'est la même action, parce que l'action, c'est une addition. Donc j'additionne x à i. Donc cette même action, je la répète sur un ensemble de données. Si i égale à 0, je répète la même action. Si i égale à 2, je répète la même action. Si i égale à 3, je répète la même action. Donc là, on parle de parallélisme de données. Donc pour faire simple, considérez que généralement, parallélisme de données, ça fait allusion au parallélisme des boucles fortes. Pour faire simple. D'accord? Parallélisme de tâches. Lorsque plusieurs actions peuvent être effectuées en même temps sur un ensemble de données, cette forme de parallélisme met l'accent sur la répartition des tâches d'exécution aux différents processeurs. Exemple, parallélisation des applications récursives. D'accord? Quand ce sont des applications récursives, on parle de parallélisme de tâches. Donc, par exemple, pour le Fibonacci, le calcul de la valeur de Fibonacci. Pour les algorithmes, par exemple, de Quicksort, les algorithmes de Mergesort, etc. Il y a un ensemble de programmes récursifs qui sont connus. Donc, quand vous avez un programme récursif, donc quand vous voulez paralyser, on parle de parallélisme de tâches. Parce qu'ici, dans le cadre du parallélisme de tâches, parce que pour les boucles fortes, on a plus de maîtrise sur la répartition des données. Par exemple, tout à l'heure, pour les itérations, pour le calcul de la valeur de pi, les itérations, c'était de 1 égale i égale à 1 à i égale à 1 milliard. D'accord? Là, si on veut l'exécuter sur 8 processeurs, on divise par 8. Donc là, on a une répartition équitable. Ce qui n'est pas forcément le cas pour le parallélisme de tâches. Parce que dans l'algorithme de Quicksort, je ne sais pas si vous connaissez l'algorithme de Quicksort, donc cet algorithme permet de faire des tris. Donc en se basant sur le choix d'un pivot. Maintenant, suivant le pivot qu'on choisit, il se peut que les valeurs à gauche à trier
sont beaucoup plus nombreux que les valeurs à trier qui sont à droite. Donc ça, c'est pas garanti. Là, on n'a pas vraiment de déterminisme par rapport au nombre de valeurs à trier par rapport aux pivots qui sont à gauche et par rapport au nombre de valeurs à trier qui sont à droite du pivot. D'accord? Donc, le parallélisme de tâche va imposer une autre manière de gérer le traitement parallèle. Parce que nous, l'exemple qu'on a pris tout à l'heure, ça porte sur le parallélisme de données, parce que ça portait sur une boucle forte. D'accord? Maintenant, pour le parallélisme de tâche, on va y revenir plus en détail. Donc, mais comprendre qu'il y a ce qu'on appelle le parallélisme de données et le parallélisme de tâche. Quand c'est une boucle forte, considérez que c'est une parallélisme de données. Quand c'est des méthodes récursives, considérez que c'est un parallélisme de tâches. C'est bon. Est-ce que c'est bon jusqu'ici? Si c'est pas bon, vous pouvez m'interrompre ou bien si vous avez des questions. Donc, si vous n'avez pas de questions, ça veut dire que je peux continuer. Alors, parallélisme do-all, parallélisme do-across. C'est deux notions aussi qui s'opposent. Donc, pour le parallélisme do-all, lorsque la boucle for a parallélисé, ne porte pas de dépendance de données ni de contrôle entre les instructions se trouvant à l'intérieur du bloc de la boucle. Par exemple, paralyser une boucle do-all revient simplement à assigner les itérations aux différents processeurs. Alors, le parallélisme do-all, ici, il n'y a pas de dépendance de données. Dépendance de données entre les différentes itérations. Donc, c'est l'exemple qu'on a pris. L'exemple qu'on a pris avec le calcul de la valeur de pi. Donc, c'est un exemple typique de parallélisme de do-all. Parce que là, ce qui rend simple cet exemple, c'est qu'il n'y a pas de dépendance de données. Donc, du moment qu'il n'y a pas de dépendance de données, on peut très aisément répartir nos itérations et les allouer aux différents processeurs, ou bien aux différents threads, ou bien aux différents cœurs. D'accord? Donc, considérez que l'exemple qu'on a pris tout à l'heure, qui est le calcul de la valeur de pi, donc qui portait sur une région parallèle où il y avait une boucle forte, considérez qu'il n'y avait pas de dépendance de données entre les itérations. Donc, ce qui a rendu un peu ce programme facile à paralléliser. Donc là, on parle de do-all, c'est comme ça. Donc, quand on parle de parallélisme do-all, ça veut dire qu'il n'y a pas de dépendance de données entre les différentes itérations. Pour le parallélisme do-across, lorsque la boucle a parallélisé, on parle bien de boucle, porte des dépendances de données ou de contrôle entre les instructions composant le bloc de la boucle. Les compilateurs ou les programmeurs doivent identifier les dépendances entre les itérations ou entre les instructions. Voilà, là, do-across, ça veut dire qu'on est dans une configuration où il y a une dépendance de données entre les différentes itérations. Par exemple, moi, quand j'exécute une action au niveau de l'itération i plus 1, j'ai besoin du résultat de l'exécution issue de l'itération i, de l'itération précédente. Du moment que moi, j'ai besoin, l'itération i a besoin du résultat de l'itération i moins 1, ça veut dire qu'il y a une dépendance de données entre les itérations. Donc là, on parle de parallélisme de do-across. Donc dans ce cas de figure, on ne peut pas venir et répartir comme ça les données et les allouer aux différents threads. Donc là, il y a une analyse à faire et faire des transformations s'il y a lieu à faire au niveau du code, ou bien introduire la synchronisation. Bon, qu'on verra après la synchronisation. D'accord? Bon, pour le moment, on n'en est pas là. Pour le moment, nous, on commence par les cas simples, parallélisme do-all. D'accord? Parce que là, ça requiert ce qu'on appelle une analyse, analyse de dépendance de données. Donc, comprendre quand une variable est déclarée, est-ce que cette variable se trouve en mode écriture, est-ce que cette variable se trouve en mode lecture, ou bien est-ce que cette variable se trouve à la fois en mode lecture et écriture. Donc, ce qu'on appelle l'analyse de dépendance de données. Donc, parallélisme do
across. Parallélisme do all. D'accord. Alors, quels sont les types d'applications ciblées? Il y a ce qu'on appelle les applications de type CPU bound. Les applications de type CPU bound, donc CPU, ça veut dire que ce sont des applications qui sont gourmandes en ressources processeurs. D'accord? Lorsque les applications qui sollicitent constamment les ressources mémoire et processeurs, donc ces applications sont appelées applications de type CPU bound parce qu'elles ont constamment besoin du processeur. Donc, elles sollicitent constamment les processeurs et naturellement les mémoires. D'accord? Domaine d'application aussi varié que les calculs mathématiques, la météo, les ordinateurs de bord, d'accord, des avions, l'astronomie, l'intelligence artificielle, l'exploration de pétrole ou de gaz, j'en passe. Donc il y a énormément la météo, voilà. Donc ce sont ces applications-là qui sollicitent constamment le processeur. Donc ces applications, on les appelle applications de type CPU bound. CPU bound, donc bound c'est un peu lié, quoi. Donc, liaison ou affinité, quoi. Donc CPU. Donc les applications de type input-output bound. Les applications qui sollicitent constamment les entrées-sorties du disque. Autant vous avez des applications qui sollicitent constamment le processeur, autant vous avez des applications qui sollicitent constamment les disques. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand vous analysez la performance d'une machine, ça ne se limite pas au processeur. Parce que généralement, les gens, bon, ils vont vous dire, moi j'ai une machine Core i7, ou bien j'ai une machine, etc., qui a 8 cœurs. Bon, très bien. Mais la performance ne s'arrête pas qu'au niveau du processeur. Donc il faut avoir une mémoire de grande capacité, mais il faut avoir aussi des disques très rapides. Des disques très rapides parce que tout dépend du type d'application que vous avez. Parce que vous avez des applications, généralement, qui ont besoin plus d'accès disque que d'accès processeur. D'accord? Donc ça veut dire que nos applications, nos environnements, il faut qu'on les analyse en fonction de nos besoins, en fonction des types d'applications que nous utilisons. D'accord? Donc, domaine d'application aussi varié que les bases de données réparties. Voilà. Ces applications n'ont pas forcément ou bien nécessairement besoin de parallélisme. Quand vous lancez une application et vous voyez au niveau du... Parce que la première chose à faire, vous avez une application séquentielle que vous lancez. Vous voyez aussi au niveau disons, de perf. Parce qu'il y a... Ici, vous avez l'évolution du processeur, de la mémoire, des disques. Et vous vous rendez compte qu'au niveau du disque, le disque est constamment sollicité. Mais que derrière, le processeur, bon, est sollicité de manière sporadique. Donc là, dites-vous bien que c'est une application de type input-output bound. Ça veut dire que cette application-là a plus besoin de disques très rapides. Parce que vous avez beau mettre beaucoup de processeurs rapides, ça ne change pas grand-chose. Vous allez continuer à dire que, bon, ok, moi j'ai des processeurs de telle génération, j'ai une grosse mémoire, etc. Mais malgré tout, voilà, l'application n'est toujours pas performante. C'est parce que cette application a plus besoin de disques qui sont rapides. D'accord? Donc ça veut dire que les performances, quand même, d'une machine, c'est un tout, quoi. Donc il faut vraiment comprendre les types d'applications avec lesquelles on a affaire. Donc généralement, les bases de données, les requêtes, en fait, la plupart du temps, elles sollicitent les entrées-sorties disques, quoi. Bon, bien sûr la mémoire, quoi. D'accord? Bon, il peut arriver de temps à autre que ça sollicite. Naturellement, ça va solliciter le processeur, mais ça ne va pas tout le temps solliciter le processeur. Donc, ça va solliciter plus les entrées-sorties du disque. Vous avez aussi ce qu'on appelle les applications client-serveur, applications interagissant directement avec l'utilisateur, par exemple les applications web, les applications de type ERP. Bon, ces applications, n'ont pas peut-être forcément besoin d'être... Les applications interactives, on n'a pas besoin de les paralyser. Parce que c'est des applications où je clique pour avoir une réponse. D'accord? Ça, on n'a pas forcément besoin de paralyser. Nous, ce qu'on paralyse, c'est vraiment des applications de calcul. Et qui tournent soit en arrière-plan et qui demandent beaucoup de temps pour s'exécuter. Et qui sollicitent les processeurs. D'accord? Ces applications, on a besoin de les paralyser.
D'accord? S'il y a une application qui sollicite plus les disques, et, et qui prend une application qui sollicite plus les disques et qui prend du temps à s'exécuter, si on se rend compte que, disons, en termes de processeurs, que les processeurs ne sont pas occupés constamment, on n'a pas forcément aussi besoin de paralyser. Donc là, il faut vraiment voir les applications cibles. Lesquelles applications méritent d'être paralysées, ou bien lesquelles applications valent la peine d'être paralysées. Il ne suffit pas de paralyser à tout bout de champ. Très bien. Alors ici, sur ce slide, je vous montre un peu les différents outils et les acteurs, ceux qui interviennent, les outils et techniques pour paralyser les différents intervenants. Donc ici, vous avez la flèche du niveau bas au niveau évolué. Donc du niveau bas, donc une machine, il y a ce qu'on appelle le niveau code machine, niveau instruction, quoi. D'accord? Niveau code machine, c'est un autre langage au niveau processeur. C'est le langage machine. Donc à ce niveau, il y a possibilité de paralyser. Il y a des techniques qui existent, hein, comme le thread level speculation, le pipelining. Donc il y a le compilateur Intel C++ aussi qui le fait. Donc l'exploitation de ce parallélisme se fait au niveau code machine, vraiment au niveau le plus bas. D'accord? Voilà, c'est des techniques qui existent. Bon, même s'ils ne sont pas très répandus et très utilisés, c'est des techniques qui existent. Hein. Bon, mais nous, dans notre... C'est pas ça qui va nous intéresser, quoi, parce que nous, on va faire de la programmation manuelle. Donc là, c'est nous qui intervenons. Alors qu'ici, dans ce cas de figure, ça se fait au niveau du processeur, ou bien au niveau du compilateur. Bon, le compilateur qui va gérer les instructions de niveau code machine et qui va voir ce qu'il va faire pour un peu paralyser. Donc, puisqu'il reçoit les séquences des instructions, voilà, lui, il va voir comment faire exécuter simultanément ces instructions. Mais là, le programmeur n'intervient pas à ce niveau. Donc, c'est vraiment au niveau code machine. Donc, les intervenants ici, ce sont les constructeurs de processeurs. Bon, généralement, qu'ils font quoi. Donc, ça, nous on ne va pas intervenir à ce niveau. Donc, le deuxième niveau, c'est le langage de programmation. Donc, quand on quitte le niveau code machine, donc on passe au niveau langage de programmation, des API, bibliothèques, etc. Donc, ici, lesquelles techniques on utilise, c'est la programmation parallèle à la main. C'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce qu'on a fait avec le programme parallèle de Pi. D'accord? Donc, le programme parallèle de Pi, nous, programmeurs, nous sommes intervenus pour écrire notre code parallèle. D'accord? En utilisant un langage. Ici, dans notre cas, on a utilisé Java. Mais on aurait pu utiliser aussi d'autres langages. Donc, on peut utiliser aussi des outils comme MPI, RMI, on peut utiliser OpenMP, bon, RMI à ce niveau, quoi. D'accord? Donc, ça, vraiment, c'est le niveau programme. Ici, alors, le niveau le plus élevé, le niveau d'abstraction le plus élevé, c'est au niveau préprocesseur. Niveau préprocesseur, là, on parle de ce qu'on appelle des annotations, parce que vous avez un code. Donc, dans nos codes, on a la possibilité d'insérer des annotations, quoi. Donc, ces annotations sont gérées au niveau préprocesseur, au niveau vraiment d'un compilateur de haut niveau, quoi. Donc, ici, les techniques qui sont utilisées, c'est ce qu'on appelle des directives de compilation. Moi, j'ai mon code séquentiel. Je ne vais pas réécrire comme on a fait tout à l'heure avec le programme parallèle, en restructurant notre code. Nous, ici, à ce niveau, on conserve le code séquentiel. Mais on va aller identifier nos régions parallèles, comme là, beaucoup fort, et insérer un commentaire. D'accord? Le commentaire qu'on va insérer sera interprété ici dans le cadre OpenMP, parce que ce sera compris. D'accord? La syntaxe sera comprise par OpenMP. Et OpenMP va se charger de transformer ce code annoté en un code parallèlisé. D'accord? Là, c'est les éditeurs de compilateurs. Et bien, il y a des experts, hein, qui peuvent rédiger un compilateur, créer un compilateur parallèlisé. Donc, vous-même, une fois que vous devenez expert en programmation parallèle, vous pouvez créer votre propre compilateur paralyseur. Étant donné que OpenMP, c'est le compilateur paralyseur le plus célèbre et qui est vraiment
utilisé en industrie et tout, quoi, qui vraiment a fait ses preuves. Alors qu'on peut utiliser avec le langage C et Fortran, je pense, avec Fortran. D'accord. Donc là, vraiment, sur ce slide, on voit un peu les différentes techniques de parallélisation et les différents niveaux d'intervention et les différents acteurs qui interviennent. Donc, considérez que nous, on intervient souvent à ce niveau. Donc, par rapport à notre niveau, voilà. Donc, on s'appuie sur un langage de programmation ou bien des API. Voilà, on fait la programmation manuelle ou à la main. D'accord. Après, c'est ce qu'ils veulent pour utiliser MPI. Hein. Donc, MPI, qui est un langage de haut niveau qui permet quand même d'exploiter le parallélisme distribué. Alors, voilà. C'est quoi l'objectif du parallélisme ou bien de la programmation parallèle? Ou bien, c'est quoi les objectifs du parallélisme? Donc, avec tout ce qu'on a décrit auparavant, tout ce qu'on a développé, théorisé auparavant, c'est quoi les objectifs? Parce qu'on ne se réveille pas pour paralléliser comme ça. Donc, forcément, il y a un but, il y a un objectif. Donc, pour faire simple, parallélisme égale cohérence séquentielle plus gain de performance. Ça, vraiment, c'est pour faire simple. Donc, le parallélisme, c'est la cohérence séquentielle et le gain de performance. Maintenant, c'est quoi la cohérence séquentielle? Cela veut dire que même si on parallélise, il faut qu'on respecte la logique séquentielle. Bon, ça semble paradoxal, mais c'est comme ça. Puisque nous avons quitté le code séquentiel. Donc, n'oubliez pas que si on a un code séquentiel qu'on lance sur une machine, même si cette machine a 32 processeurs, ce code séquentiel ne va s'exécuter que sur un cœur processeur. Mais la cohérence séquentielle, c'est l'exécution d'un programme instruction par instruction, en fait de manière séquentielle. Instruction 1, suivi de l'instruction 2, suivi de l'instruction 3, etc. Donc cette séquence doit être respectée, même si on fait de la programmation parallèle. Donc c'est ce qu'on appelle la cohérence séquentielle. Sauf que dans la programmation parallèle, les instructions sont redistribuées au niveau des différents cœurs. Mais cela n'empêche, à la fin de l'exécution, on doit avoir ce qu'on appelle une cohérence séquentielle. En d'autres termes, la valeur obtenue, ou bien les valeurs qui sont obtenues avec le code séquentiel, ces valeurs doivent être égales aux mêmes valeurs obtenues avec le code parallèle. D'accord? Donc l'exécution d'un code parallèle doit être égale à l'exécution d'un code séquentiel. En termes de valeur, je parle de résultats. Je parle en termes de résultats. Dans le cadre de pi, dans le code séquentiel, la valeur de pi qu'on a calculée dans le code séquentiel, c'était 3.14. Maintenant, nous-mêmes, on a vu que, même en parallélisant, on a obtenu 3.14. Donc, ça veut dire que le premier objectif est atteint, la cohérence séquentielle. Parce qu'il ne sert à rien de programmer, de faire un programme de calcul de pi. Tout à l'heure, on a eu le cas, puisqu'on a commis des erreurs. D'accord? Parce qu'en exécutant, au lieu de devoir 3.14, on avait obtenu 9 ou 11, quelque chose comme ça. Dans ce cas de figure, la cohérence séquentielle n'est pas respectée. Si le résultat trouvé n'est pas égal au résultat trouvé avec le code séquentiel, la cohérence séquentielle est violée. On parle de violation de la cohérence séquentielle. On est d'accord? Maintenant, le deuxième aspect, c'est le gain de performance. Tout à l'heure, on l'a démontré. Avec le calcul de pi, non seulement on a obtenu 3.14, donc cohérence séquentielle respectée, mais également on a obtenu un temps d'exécution réduit, plus petit que le temps d'exécution du code séquentiel. Donc, si on a ces deux aspects réunis, ça veut dire que nous, on a réussi notre traitement parallèle. D'où parallélisme, c'est cohérence séquentielle plus gain de performance. Alors ici, on vous dit cohérence séquentielle, c'est la cohérence entre le résultat obtenu après l'exécution séquentielle et celui obtenu après l'exécution parallèle du même programme.
D'accord? Je répète, la cohérence entre le résultat obtenu après l'exécution séquentielle et le résultat obtenu après l'exécution parallèle du même programme. D'accord? C'est ce que j'expliquais avec le programme de calcul de pi. Maintenant, pour y parvenir quand même, ce n'est pas forcément chose aisée. Parce qu'ici, on peut faire recours à ce qu'on appelle au mécanisme d'analyse de dépendance de données, ce que je vous avais dit, de synchronisation des variables partagées, de gérer la cohérence des mémoires caches, etc. Vraiment, il y a un ensemble de techniques à déployer pour quand même faire respecter la cohérence séquentielle. Mais dans le cadre des vraiment applications simples comme le calcul de pi, bon, on n'a pas eu besoin de recourir au mécanisme d'analyse de dépendance de données, ni de synchroniser des variables, parce qu'il n'y avait pas de dépendance de données. Donc c'était un cas vraiment trivial, simple. D'accord? Donc, dans ce cas-là, on a la cohérence séquentielle qui est respectée. Maintenant, c'est quoi le gain de performance? C'est le temps d'exécution mesuré après l'exécution parallèle est inférieur au temps mesuré après l'exécution séquentielle du même programme. Tout à l'heure, en exécutant le programme parallèle et en mesurant le temps d'exécution pour le programme parallèle, on s'est rendu compte que le temps est inférieur comparé à l'exécution séquentielle. Donc ça veut dire qu'on a obtenu un gain de performance. Pour y parvenir, il faut faire recours à ce qu'on appelle au mécanisme d'équilibrage des charges. Donc l'équilibrage des charges pour avoir des temps vraiment qui sont optimaux. D'accord? Parce que vous savez, si vous avez 8 cœurs, débrouillez-vous à ce que chaque cœur ait la même charge de travail. D'accord? Maintenant, parce que moi, si je vous dis de compter à 1 milliard, je prends un étudiant, je lui dis, toi tu comptes de 1 à 10. Un autre, je lui dis, tu comptes de 1 à 100. D'accord? Les deux autres, je leur dis aussi, tu comptes de... enfin, les autres, je leur dis de compter de 1 à 100. Maintenant, le dernier, je lui dis de compter de 1000 à 1 milliard. Est-ce que là, j'aurais gagné en temps? Parce que les premiers, très rapidement, ils vont terminer la tâche et rester à ne rien faire. D'accord? Parce que les tâches qu'on leur a attribuées, c'est de petites tâches. Alors qu'au même moment, on alloue à un truc vraiment la quasi-totalité des tâches. Parce qu'on lui dit de compter de 100 à 1 milliard. Donc ça veut dire que là, on n'a pas un équilibrage des charges. Donc ça veut dire qu'il faut jouer sur ces aspects-là d'équilibrage des charges pour pouvoir avoir vraiment un temps qui est beaucoup plus réduit. Donc ce qu'on appelle le mécanisme d'équilibrage des charges. Bon, minimiser les synchronisations, de toute façon, on va revenir. Il y aura un chapitre sur les synchronisations pour voir un peu le coût. Parce qu'une synchronisation a un coût. Donc favoriser la localité des données. Donc quand les données sont proches, ces données, c'est comme les systèmes de cache, quoi. Donc ça veut dire que le processeur, il accède plus rapidement à la donnée qui lui est plus proche que la donnée qui est lointaine. C'est-à-dire la donnée qui se trouve en mémoire RAM. Donc si la donnée se trouve en cache, son exécution est beaucoup plus rapide qu'une donnée qui se trouve au niveau de la mémoire. Parce que si la donnée se trouve en mémoire, il faut dans un premier temps charger cette donnée en mémoire cache en suivant la hiérarchie pour exécuter. D'accord? Alors, maintenant, comment mesurer? Puisqu'on a parlé d'indicateurs de performance, il nous faut des outils pour mesurer, ou bien des indicateurs pour mesurer nos performances. Parce qu'une fois qu'on a fini d'exécuter, il faut qu'on mesure un peu la performance de notre programme parallèle. D'accord? Donc, il y a ce qu'on appelle l'accélération de parallélisme. Donc, ça, c'est un indicateur de performance. L'accélération de parallélisme. Donc, l'accélération de parallélisme se définit comme étant le rapport entre le temps T1 sur Tp. D'accord? Donc, T1 sur Tp. T1, c'est le temps d'exécution du programme séquentiel. Tp est le temps d'exécution du programme parallèle. Ici, dans notre cas, par exemple, quand on avait exécuté le code séquentiel, on avait 87 secondes. Donc, si moi ici, je veux savoir l'accélération de parallélisme entre l'exécution séquentielle et l'exécution avec
l'exécution avec quatre cœurs. Moi, ce que je vais faire, je vais dire SP égale. Donc, on a dit, c'est le temps séquentiel. T1, c'est le temps séquentiel. TP, c'est le temps parallèle. Donc, moi, je vais mettre hein, le temps séquentiel, puisque c'était 87 secondes, si je ne me trompe pas. Donc, on divise par ici, on divise par 41 secondes. Égal. Donc, si je fais 87 divisé par 41, ça me donne 2,12. Ici, l'accélération de parallélisme, c'est 2,12. D'accord? C'est comme quand vous calculez une vitesse, quoi. Il y a ce qu'on appelle l'accélérateur, quoi. Donc, la constante d'accélération. Ici, ça veut dire que nous, quand on est passé d'un code séquentiel avec naturellement l'exécution sur un cœur à un code parallèle s'exécutant sur 4 cœurs, l'accélération est de 2,12. Donc ça, on a mesuré la performance en termes d'accélération. On a accéléré notre code temps d'exécution est devenu 2,12 fois plus rapide. Maintenant, pour les 8 cœurs, c'est combien? SP égale 87, parce que le temps d'exécution séquentielle, c'est 87, divisé par, ici, le temps d'exécution pour les 8 cœurs, c'est 28 secondes. D'accord? Donc, on va faire 87 divisé par 28. Donc, c'est 3,10. 87 divisé par 28, c'est 3,10. D'accord? Donc, ici, on a obtenu 3, donc, ça veut dire qu'ici, on a accéléré notre code. Donc, notre code est devenu, l'exécution est devenue 3 fois plus rapide. Est-ce que même notre code séquentiel, c'était... D'accord? Donc, vous comprenez, hein, l'accélération de parallélisme, c'est vraiment une formule assez simple. Hein. La loi d'Amdahl. Donc, la loi d'Amdahl est définie par cette formule. A égale 1 sur 1 moins P plus P sur N. A est l'accélération maximum pouvant être atteinte. Donc, ici, par exemple, on va chercher l'accélération maximale qui peut, si on veut trouver théoriquement, quoi, l'accélération maximale qui peut être atteinte. Par exemple, dans le cadre du programme comment on appelle, de calcul de pi, nous, on peut définir théoriquement l'accélération maximale qu'on peut atteindre théoriquement en appliquant cette formule. Donc, P est la proportion qui peut être paralysée. C'est-à-dire, nous, dans notre code, on va identifier une proportion paralysable. Donc, on dit que, par exemple, notre code est paralysable à 100%, ou bien notre code est paralysable à 90% ou à 50%. D'accord? Maintenant, 1 moins P est la portion qui ne peut être paralysée. Parce que je vous avais dit que dans le code, tout n'est pas paralysable. Donc, on peut identifier évaluer la partie paralysable et la partie non paralysable. Une fois qu'on a ça, on peut avoir notre accélération maximale. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la loi d'Amdahl. D'accord? Donc, l'accélération de parallélisme, la loi d'Amdahl. Donc, c'est une formule qui est assez simple. Donc, la scalabilité, évolutivité. La scalabilité, c'est... Nous, au départ, on a un code séquentiel qu'on veut exécuter sur différents cœurs. Donc, on décide de l'exécuter sur une machine à 2 cœurs. On voit l'accélération. D'accord? On l'exécute sur 4, on évalue l'accélération. On exécute sur 8, on voit l'accélération. Mais il peut arriver à un moment donné où vraiment on a atteint une limite d'accélération. Ou même si vous ajoutez plus de cœurs, vous vous rendez compte que l'accélération n'évolue pas. Donc ça veut dire que la scalabilité a atteint ses limites. D'accord? Voilà ce qu'on appelle la scalabilité. L'évolutivité.
Donc ici, sur ce slide, on vous montre un peu hein, comment la différence entre l'exécution d'un code. Attendez, malheureusement, je ne peux pas. Voilà. Ici, donc, c'est un peu une simulation pour voir comment l'exécution séquentielle se déroule. Donc, vous avez là, dans la mémoire un ensemble de tâches. D'accord? Les tâches, c'est un peu, on va dire, des tâches ou des instructions. Donc, toutes ces instructions s'exécutent sur un seul processeur ou bien sur un seul cœur. Bon, ici, l'exemple qu'on a pris, on considère par exemple que l'exécution s'est faite. Donc, l'exécution s'est faite en 8 secondes. Donc, je répète, il y a la tâche 1 qui vient, qui va au niveau du processeur 1, tâche 2, processeur 1, tâche 3, processeur 1, tâche 4, processeur 1. Donc, ça veut dire que les 3 autres processeurs ne sont pas utilisés. Donc là, c'est vraiment, on est dans une configuration typique d'une exécution séquentielle. Donc, à contrario, pour l'exécution parallèle, nous avons nos 4 tâches qui sont là. Maintenant, si on démarre l'exécution, on voit que ces tâches s'exécutent en même temps et sont réparties sur les différents cœurs ou bien sur les différents processeurs. D'accord? Ces tâches sont chargées en mémoire. Maintenant, si on lance l'exécution, on voit qu'ils vont tous, voilà, ils seront exécutés, elles seront plutôt exécutées et réparties sur les différents processeurs. Et là, on verra, bon, ça c'est en théorie, hein, que vraiment, au lieu de ça s'exécuter en 8, ça va s'exécuter en 2 secondes. D'accord? Donc là, on voit un peu de manière visuelle, un peu la différence entre. C'est ce que je vous avais expliqué tout au début avec les guichets de banque et les stations de péage. D'accord, bon, ça on peut passer sur le choix de langage. Bon, ça c'est quelques règles de base. Hein. Bon, ce sont des règles non exhaustives donc, pour voir un peu la conduite à tenir. Hein. Mais c'est vraiment un peu succinct, quoi. C'est pas très détaillé. Mais je pense que dans les règles de base, la première chose à faire, c'est d'analyser le code. Quand on veut faire de la programmation parallèle, manuelle, à la main, quoi. C'est nous qui rédigeons notre code. D'accord? Donc les règles de base, c'est d'abord analyser le code. Donc je l'avais dit tout au début, analyser, identifier les régions parallélisables. Donc une fois qu'on l'a fait, on vérifie est-ce qu'il n'y a pas de dépendance de données. Donc les dépendances de données. Donc s'il y en a, on va utiliser des techniques hein, pour soit voir comment faire en sorte que les données soient vraiment enlevées, soit briser les dépendances en transformant après le code, ou bien si ce n'est pas le cas, introduire quelques notions de synchronisation pour protéger certaines données, puisqu'il y a une dépendance, quoi. Donc dans la séquence, voilà, il y a une dépendance, que tel résultat a besoin de résultat de l'itération précédente. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'analyse de dépendance donnée. Il faut identifier ce qu'on appelle les variables partagées. Donc quand des variables sont partagées, il faut vraiment faire attention. Voilà. Quand c'est partagé, soit on synchronise ou bien. Parce que sinon, il risque d'avoir une incohérence, quoi. Voilà. Il risque d'avoir une incohérence. Donc ça, vraiment, c'est des analyses qu'on fait. Après, qu'est-ce qu'on fait? On conçoit et on met en œuvre notre code parallèle. Ensuite, on débug le code. C'est comme on a fait tout à l'heure. Hein. Donc, quand on a exécuté, on s'est rendu compte que la cohérence séquentielle n'était pas respectée. Donc, on a débugué notre code. Après, évaluer les performances. D'accord? Donc, évaluer les performances pour voir est-ce que vraiment le temps d'exécution obtenu, hein, ce temps est plus réduit que celui du code séquentiel. D'accord? On peut voir le temps ou bien on peut voir l'accélération de parallélisme. Donc, si on fait le rapport entre le temps séquentiel et le temps parallèle, donc pour voir un peu de combien on a accéléré notre code. D'accord? Et surtout aussi, n'oubliez pas que si la cohérence séquentielle, que la cohérence séquentielle doit être respectée. Que le résultat trouvé au niveau du code séquentiel doit être le même résultat que celui du code parallèle. Bon, ça, je vous montre un peu le compilateur source à source. Tout à l'heure, je vous avais parlé d'OpenMP. Hein. Donc, OpenMP, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez le code séquentiel qui est là. D'accord? Vous avez un code séquentiel. Donc, ça, c'est une illustration de code OpenMP. Donc, c'est un code C. D'accord? Là, int main. Main, c'est le thread principal. N'oubliez pas toujours que le main, c'est le thread principal. Donc, ce code C affiche hello world. Maintenant, nous,
quand on veut paralléliser en usant OpenMP, donc qu'est-ce que fait OpenMP? Donc, ce qu'on fait, on insère juste, on insère ce qu'on appelle une directive. Voilà, pragma OMP parallèle. Pragma OMP parallèle. Là, vraiment, on est dans une configuration où faire la programmation parallèle est beaucoup plus facile. Parce qu'ici, le code séquentiel, là, on n'a pas besoin de restructurer. On insère juste les directives. Donc, la directive, ça, c'est un commentaire. Quand on est en C, dièse, c'est un commentaire. Mais ce commentaire-là, il est compris par le compilateur OpenMP. C'est ce qu'on appelle le préprocesseur. Donc ça vient avant le processeur, puisque le processeur lui-même va ignorer ça. Mais le préprocesseur OpenMP va interpréter pragma OMP parallèle. Et comprendre qu'il doit paralléliser cette raison F chez Hello World. D'accord? Maintenant, on donne un compilateur qui génère un code parallèle. Donc ça, c'est juste pour vous montrer. Hein. Donc, bon, calcul de pi, on n'a pas besoin d'y revenir. On a fait des cas concrets. Ça, c'est des expérimentations qui ont été faites. Donc, par exemple, sur une charte de données de 10 puissance 9 itérations, le code séquentiel, c'était 3. Disons, la précision, c'est 3.4, la durée, c'est 7.2. Le code parallèle, c'est 1.8. Donc, l'accélération ici était de 4. Donc, vraiment, là, on a obtenu une accélération maximale de parallélisme, puisqu'au départ, on a 4 cœurs, et dans l'accélération, on a 4. Voilà, parce que ce code-là est optimisé. Nous, dans notre exemple, notre code n'est pas optimisé. Donc, c'est la raison pour laquelle on n'a pas obtenu un maximum. Donc, puisque c'était notre premier code, donc l'idée, c'était un peu déroulé, mais on peut optimiser. Parce qu'après, on va réécrire notre code parallèle, et vous verrez les résultats seront différents, suivant des techniques utilisées. D'accord. Bon, ça, c'est le code. Bon, ça, c'est juste un peu le classement en 2015. Un classement qui est établi. De toute façon, vous pouvez aller dans le top 500 supercalculateur. Hein. Donc, c'est un site www.top500.org. Maintenant, ce classement est établi en 2015. Je précise bien, ça, c'est 2015. Bon, certainement, ce classement a varié. Donc, la machine la plus puissante à l'époque, c'est le Tian 2. Le Tian 2 qui se trouve en Chine, avec 3 120 000 cœurs. Donc, cette machine contient 3 120 000 cœurs. Vous imaginez, nous, on a des machines de 4, 8 cœurs, etc. Ce supercalculateur a 3 120 000 cœurs. Est-ce que vous imaginez la puissance de calcul de ce... D'accord? Donc, la deuxième machine la plus puissante en 2015, c'est le Titan Cray XK7, qui se trouve aux États-Unis, avec 560 000 cœurs. D'accord? La troisième, c'est une machine IBM qui se trouve également aux États-Unis. Bon, en 2015, avec 1 572 864 cœurs. Bon, c'est vrai qu'on ne raisonne pas forcément en termes, parce qu'ici, le nombre de cœurs est supérieur ici. Mais bon, il y a d'autres paramètres aussi qui interviennent dans la rapidité. Donc, ces fréquences de cœurs sont beaucoup plus élevées que les fréquences des cœurs ici. D'accord? Et il y a d'autres paramètres qui peuvent intervenir, quoi. Mais ici, ils évaluent en termes de puissance de calcul en flotte par seconde. Donc, teraflotte par seconde. Flotte, c'est un peu les opérations de type floating, quoi. Donc, les virgules, les doubles ou float, etc. Voilà, parce que ces calculs les flottes sont plus complexes que les int, quoi. D'accord? Donc là, on évalue en termes de teraflotte par seconde. Donc, ça, c'est des puissances vraiment de calcul de ces machines-là. Donc, ils sont vraiment des machines hyper puissantes. Donc, vous avez l'occasion d'aller au niveau de top 500 pour voir votre curiosité, hein, pour voir le classement actuel, quoi. Donc, je parlais du domaine d'application, je vais parler pour le parallélisme, on en a besoin dans la mécanique quantique, parce qu'on ne fait pas du parallélisme pour le faire, mais forcément, on en a besoin. Donc, dans le domaine des prévisions météorologiques, dans le domaine de l'exploration de pétrole et de gaz, donc quand on exploite du pétrole et du gaz, donc vous imaginez, c'est des programmes qui tournent. Donc, ces programmes sont vraiment gourmands en termes de... C'est vraiment du high performance computing. Donc, vraiment, le calcul c'est vraiment le calcul à haute performance, quoi. Donc là, on a besoin de supercalculateurs pour le faire. Mais le code derrière, vraiment, doit être un code qui est paralysé. Donc, dans le domaine aussi de la cryptographie,
Par exemple, moi, quand j'ai un mot de passe à décrypter, maintenant, pour crypter mon mot de passe, moi, je peux intervenir sur les combinaisons des caractères. Hein. Moi, j'utilise des caractères numériques, alphanumériques, des caractères spéciaux. Donc, ce qui vraiment étend mon champ et rend complexe mon algorithme. Maintenant, si ce programme pour décrypter, je l'utilise, j'utilise un code séquentiel, naturellement, ça va prendre du temps. Ça va me prendre des jours, des mois ou bien des années pour décrypter. Mais vous imaginez, si j'utilise un supercalculateur ou bien la machine la plus puissante, mais en un temps record, cette machine va décrypter voilà, va décrypter quoi. Parce que la machine a assez de ressources pour moi, pour ce que je devais faire en quelques années, que la machine me le fasse en quelques minutes, ou bien en quelques secondes, ou bien en quelques heures. Donc dans le domaine de la cryptographie, dans le calcul dans le domaine des calculs et modélisation mathématique, dans l'astronomie, etc. Vraiment, il y a pas mal de domaines dans lesquels on a vraiment besoin du traitement parallèle. Donc, pour vous dire qu'on ne fait pas du traitement parallèle pour nos beaux yeux, mais c'est vraiment utile dans bien des domaines d'application. Donc, quelques outils de parallélisation. Donc, vous avez tout à l'heure, j'ai parlé d'OpenMP. Donc, pour les architectures en mémoire partagée, OpenMP. Donc, OpenMP est destiné à ACC+, et Fortran. Donc, pour ceux qui programment ACC+, s'ils veulent paralyser, vraiment, ils peuvent utiliser OpenMP. Vraiment, c'est beaucoup plus simple parce qu'on intègre juste des directives. Mais derrière, quand même, c'est simple parce que c'est un langage de haut niveau. Mais il y a des notions à comprendre. Parce que dans votre code, il ne suffit pas juste d'insérer. Il faut comprendre est-ce qu'il y a des dépendances de données, s'il y a des dépendances de quelles sont les variables qui sont partagées, etc. Et voir lesquelles variables devraient être synchronisées. Vraiment, il y a une analyse à faire d'abord. Voilà. Peut-être qu'ici, ça vous évitera juste de réécrire le code, etc. Mais il faut vraiment une bonne compréhension. C'est la raison pour laquelle on a démarré par la programmation manuelle. Donc là, au début, vous serez confronté à des difficultés et des mésaventures. Et ça, c'est ce qui va vous permettre de réellement comprendre le cœur du code. Après, derrière, vous utilisez des langages de haut niveau comme OpenMP. Ça va être très facile. Donc, c'est le cas pour le MPI. Hein. Donc, le MPI, c'est juste pour les mémoires distribuées, les clusters. Quoi. Donc, ça, c'est un message, passage. Parce que les threads communiquent par message à ce niveau. Vous avez les grilles de calcul où vous pouvez combiner OpenMP et MPI. Donc, pour les processeurs graphiques, vous pouvez utiliser OpenCL ou CUDA. Donc, c'est des langages. OpenCL, c'est ouvert. Donc, qui permettent quand même. Mais là, vraiment, ce qu'on appelle du parallélisme à grain fin, quoi. Voilà. Bien, parce que là, c'est au niveau vraiment des processeurs graphiques. Donc, les processeurs graphiques, c'est d'autres méthodes pour exploiter le parallélisme. Donc, nous, pour le moment, on se limite comment on appelle, au processeur multicœur. Bon, ça, c'est un peu quelques informations. Hein. Donc, la première machine multiprocesseur est produite par Honeywell en 1969. Donc, c'est la première machine multiprocesseur. À l'époque, on ne parlait pas de multicœur, multiprocesseur. Ça veut dire que dans cette machine, il y avait deux processeurs au moins. D'accord. Parce que tout au début, avant 1969, il n'y avait qu'un seul processeur dans une machine. À partir de 1969, il y a une machine donc, qui est produite par Honeywell Inc., donc, qui contenait plusieurs processeurs. Donc, le Power 4 de IBM est le premier processeur multicœur et est apparu en 2001. Donc, je vous avais montré tout au début avec la courbe de la loi d'Amdahl, la courbe de, comment on appelle, pas loi d'Amdahl, de Gordon-Moore, suivant la théorie de Gordon-Moore, avec l'évolution des transistors. Quoi. Donc là, on a vu, c'est à partir des années 2000, vraiment, on assistait à l'ère des multicœurs. Quoi. D'accord. Donc la première machine, c'est le Power 4 d'IBM. Donc le premier exemplaire du Pentium Dual Core est apparu en 2005. Donc ici, le Tian 2 est l'ordinateur le plus puissant. Donc ça, c'était en 2015. Donc en 1975, il y a la prédiction d'Amdahl, quoi, la loi d'Amdahl, que le nombre de transistors sur un. Non, c'est pas Amdahl, je pense que c'est Moore, c'est la loi de Moore. Bon, là, je me suis trompé, quoi. C'est pas Amdahl, c'est Moore. C'est Moore, Gordon Moore qui a théorisé, qui a prédit voilà, le dédoublement des transistors tous les 2 ans. Donc, la première version d'OpenMP est apparue en 97, MPI en 94. Bon, ça c'est juste pour votre information. Hein. Donc, autant on étudie la programmation, mais c'est toujours bon d'avoir l'esprit ouvert, de comprendre un peu, de faire de la documentation et de la lecture. Quoi.
Donc, je pense que sur ce, on termine ce chapitre, bon, qui est relativement long, mais qui en valait la peine parce que ça nous a permis quand même d'aborder pas mal de choses, même si pour le moment on n'est pas entré en détail. Maintenant, dans les prochains chapitres, on va détailler. Je pense que le premier chapitre, on va avoir un peu les algorithmes de répartition de tâches. D'accord. Ensuite, on va voir un peu les variables partagées dans les variables, comment on gère les variables partagées. Donc, ce sont ces deux dans le cadre d'un programme parallèle, quoi. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Donc, tour de l'introduction du programme, de la programmation parallèle, en abordant quelques concepts, même si ce n'est pas tous les concepts, mais pour l'essentiel quand même, en faisant un peu de cas pratique, d'accord, avec l'exécution du code parallèle que nous-mêmes on a fait ensemble. Donc, pour que vous ayez une idée, moi, tout au début aussi, pour fixer les idées, hein, j'avais donné un peu de l'analogie par rapport au ce que représente le parallélisme dans la vraie vie, quoi, avec l'exemple de la banque, de la station de péage. On peut en faire, voilà, autant avec d'autres exemples, quoi. Voilà, donc ça a été long la partie introduction, mais là, j'ai envoyé de. Voilà. Donc, je pense que le temps qui nous est imparti est terminé. Je ne sais pas si vous avez des questions. Certainement, vous en avez. Donc, si vous avez quelques questions par rapport à tout ce qu'on a dit, avant qu'on se quitte, pour demain, je pense que demain, on a un cours de 9h à 12h. Hein. Donc, je parle sous le contrôle de M. Camara. Donc, certainement, vous avez une confirmation, quoi. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Très bien. Donc, j'imagine qu'il n'y a pas de questions. Donc, sur ce, je vous dis, je vous remercie et je vous dis à très bientôt, à demain, Inch'Allah. Merci. Ok, allez, au revoir.